Bonsoir à tous et bienvenue. L'ex-président du Conseil constitutionnel, Francis Romain Vangat-Vaudier, est décédé ce lundi 3 juillet 2023 à l'âge de 87 ans. L'occasion de revenir sur son parcours dans ce numéro spécial de Ça fait l'actualité. Alors, quels souvenirs laisse-t-il au sein de la population ivoirienne? Vos réponses au micro d'Achille Guédreau. C'est un grand homme qui a marqué ce pays-là par sa dévotion. Il a fait plein de choses. Voilà, il était déjà à la tête du Conseil constitutionnel. Il a donné de son temps et de son énergie. Moi, je retiens de lui que c'est un homme de valeur, voilà, qui a toujours été dans la voie que lui-même il s'est donnée. Un homme de principe. À un moment donné, il était à la tête du Conseil constitutionnel, mais il a dû démissionner de là pour se retirer, étant donné qu'il y a certaines choses qui n'entrent plus dans sa vision, voilà, étant donné qu'il est un homme de principe. Le professeur Francis Vaudier, c'est quelqu'un que nous tous on admire bien à cause de, je peux dire, sa compétence, surtout en matière de droit, et sa persévérance en matière de politique. Ce que je quand même aimé chez lui, il a fait une politique apaisée. Ce n'est pas une politique de bagarre, de guerre. C'est tout ce qu'on puisse demander à nos politiciens de faire la politique, mais sans toutefois arriver aux armes ou bien à la violence, mais avec des idées en fait. C'est une grosse fête pour le monde universitaire et surtout pour la Côte d'Ivoire. Nous, par exemple, nous sommes étudiants, on a ces œuvres littéraires qu'on lit. Il y a ces... On peut dire un artiste n'a jamais perdu. Il nous a apporté énormément. Bon, je retiens que c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui aime beaucoup travailler. Et ça se voit ici, beaucoup d'étudiants, ils aiment sa manière d'enseigner et tout. En tout cas, c'est l'un des meilleurs professeurs ici à l'université. Nous avons appris avec beaucoup de peine et de tristesse le décès de celui qu'on a appelé le premier agrégé en droit de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce que nous retenons de l'homme, c'est que c'était un homme de conviction, c'était un homme vraiment de justice. Et également, ici, au niveau d'Adjamé, ce qu'on retient, on retient que le premier siège de son parti se trouvait ici, dans notre belle commune, aux 220 logements. Et nous ne pouvons que prier pour le repos de son âme. La disparition, le 3 juillet 2023, du professeur Romain Francis Vangat-Vaudier a créé une onde de choc en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde. Tous rendent hommage à l'éminent professeur de droit, l'homme politique et l'ancien président du Conseil constitutionnel depuis son décès. Figure emblématique de la vie socio-politique ivoirienne, Francis Vaudier aura marqué son époque ainsi que les esprits et parfois les cœurs. Mais qui était-il vraiment? Que faut-il retenir de son parcours personnel et professionnel? Quel héritage laisse-t-il? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le ministre Martin Bléou, professeur de droit. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, et merci de me recevoir. Francis Vaudier a été votre professeur de droit. Quand est-ce que vos chemins se sont croisés? Quels souvenirs gardez-vous de cette peut-être première rencontre? Merci beaucoup madame de m'offrir l'occasion de rendre hommage au président Francis Vaudier, qui était et qui est, pour moi, un père autant qu'un maître. J'ai rencontré pour la première fois le professeur Francis Vaudier en l'année universitaire 1973-1974. J'étais en première année de droit et il venait de rentrer de son exil algérien. Il assurait alors le cours d'histoire de la décolonisation. Il était le seul noir parmi les professeurs, parmi le corps professoral. Tous les autres étaient des Français de peau blanche. Et, curieusement, c'était le plus brillant. Alors que je me destinais à la magistrature, il m'a fasciné, subjugué. Je n'étais pas le seul. Nous étions fascinés, subjugués. Nous sommes tous tombés en admiration pour lui
Et c'est alors que, n'est-ce pas, ma vocation est née de cette rencontre-là. Et oui. Quel enseignant était-il lorsqu'il dispensait ses cours? Est-ce qu'il était craint par ses élèves? Il était particulièrement brillant. Il lui arrivait de faire, n'est-ce pas, ses cours sans notes. Et tout était logique, cohérent, bien construit. Il était d'une culture immense. Et c'était un maître de la langue française, maître, n'est-ce pas, de la logique, maître de la pensée, de la rhétorique, très rigoureux. Et il avait le regard foudroyant. Il inspirait le respect. De sorte que pendant ses cours, les étudiants bavards cessaient de l'être. Le silence régnait de façon totale dans les amphithéâtres, du fait de sa seule présence ou de ce qu'il devait arriver. Tout le monde faisait silence. Et nous l'écoutions religieusement pour boire à sa parole savante. Parce qu'il était particulièrement brillant. Et je dis parfois aux étudiants que des professeurs comme Francis Vaudier, la Côte d'Ivoire n'en aura plus, peut-être jusqu'à la fin des temps. Parce que la formation de cette nature a disparu. On ne la rencontre plus. Des gens comme Vaudier, Zadi Zaourou, Fauté Memel, il est peu probable que nous en ayons encore en Côte d'Ivoire. Justement, restons sur l'homme de droit. Vous parlez d'un homme aussi de lettres, hein, mais l'homme de droit, il était donc le président du Conseil constitutionnel ivoirien. Vous pensez que c'est la fonction, la plus haute fonction que souhaiterait pouvoir occuper un homme de droit? Il était fier d'occuper cette fonction. Eh bien, il aimait bien entendu cette fonction, mais je ne crois pas que ce fût la fonction la plus haute qu'il aurait voulu exercer. Oui. Bien sûr, il y a la magistrature suprême. Par quoi, et bien entendu, il aurait pu transformer l'État de Côte d'Ivoire conformément à ses principes, à ses exigences, à sa vision. Mais à défaut, et bien entendu, il a joué le rôle qui lui était confié en tant que président du Conseil constitutionnel en veillant à ce que le droit soit dit, en veillant à l'approfondissement et à l'affirmation, n'est-ce pas, du droit. Chaque fois que cela était nécessaire, il y a travaillé et en ma qualité de directeur de cabinet, puisque j'étais son directeur de cabinet, je puis témoigner en ce sens. Mais justement, comment entendait-il accomplir cette mission? Quelle était sa vision, puisqu'il a démissionné de cette fonction le 3 février 2015? Pourquoi a-t-il démissionné en plus? Il a, dans l'un de ses derniers ouvrages, fourni les raisons qui l'ont conduit à la démission. Il y avait un désaccord tel qu'il ne se sentait plus, n'est-ce pas, bien entendu, dans cette fonction-là. Il ne pouvait pas continuer à assumer librement, n'est-ce pas, sa fonction. Or, c'est un monsieur, et n'est-ce pas, le reportage qu'on vient de suivre l'a noté, qui est attaché ou était attaché à des principes, à des valeurs. Et, n'est-ce pas, bien entendu, à sa conscience. Ces principes, n'est-ce pas, étaient gravement violés, et dans ces conditions, il ne pouvait pas demeurer à la tête du Conseil constitutionnel. C'est cela qui l'a amené, bien sûr, à annoncer sa démission. Mais pour les éléments de détail sur lesquels je ne souhaite pas revenir, en la circonstance, et bien entendu, je vous renvoie à son ouvrage consacré au Conseil constitutionnel et paru aux éditions CEDA, aux éditions, n'est-ce pas, du CERAP. Aux éditions du CERAP. Vous nous dites finalement que c'est un homme de conviction. Et le droit, cette justice qu'on imagine rigoureuse, c'était un sacerdoce pour lui? Il le ressentait comme tel, parce que depuis le lycée, et cela bien entendu s'est confirmé, consolidé, il ressentait la nécessité, n'est-ce pas, de prendre la défense des faibles et d'être juste, d'instaurer, n'est-ce pas, bien entendu, la justice et de combattre, n'est-ce pas, bien entendu, la colonisation, permettant ainsi à la Côte d'Ivoire d'accéder à l'indépendance, de recouvrer son identité, sa dignité. Et donc, n'est-ce pas, bien entendu, l'idée de justice, et bien entendu, il la portait depuis le lycée, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Et cela a traversé sa vie tout entière, à tous les niveaux. Ce qui l'a amené, bien sûr, à, n'est-ce pas, bien entendu, s'investir dans divers mouvements associatifs, syndicaux ou politiques. Mais vous parlez justement de contexte dans lequel il a grandi. Il est né, je le rappelle, il est né le 25 février 1936 à Abidjan. On dit souvent d'un homme qu'il
Il représente son époque. Et c'est cette situation de colonisation de la Côte d'Ivoire qui l'a touché, meurtri, comme l'expliquent certains auteurs ivoiriens concernant leur combat. C'est ce contexte qui a nourri ces luttes ultérieures toute sa vie. Cette injustice de base. Cette injustice. Il y avait comme, n'est-ce pas, deux mondes parallèles qui évoluaient sans se rencontrer. Le monde, n'est-ce pas, bien entendu, des colonisés, le monde de ceux, n'est-ce pas, bien entendu, qui apparaissaient comme les évolués, qui bénéficiaient, n'est-ce pas, de pas mal de privilèges. Cette injustice, chez nous, l'avait révolté, révulsé. Et il rêvait, n'est-ce pas, bien entendu, de voir la Côte d'Ivoire libérée. Il était même prêt à prendre les armes, à prendre le maquis avec, n'est-ce pas, d'autres. Il a dit, il a écrit et il a confié à des amis. Tout cela poussé par le souci de restituer aux Noirs sa dignité, sa respectabilité, son indépendance. Francis Vaudier militait au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, lorsqu'il était étudiant avec, entre autres, Jenny Kobina, pendant ses études de droit. Et en 1961, il est arrêté et expulsé de la France vers la Côte d'Ivoire, où là aussi, il sera emprisonné sous le régime de Félix Houphouët-Boigny. Parce qu'on le qualifiait d'activiste, de subversive, d'activité et de communiste. Voilà, à l'époque, c'était plus qu'un défaut, si j'ose dire. D'où lui venait finalement, encore une fois, cet engagement, cette prise de risque pour ses convictions? Eh bien, cet engagement venait, n'est-ce pas, bien entendu, de la nécessité de combattre l'injustice. On l'a déjà noté. Et pourquoi, n'est-ce pas, avait-il, n'est-ce pas, bien entendu, quelques penchants pour le marxisme-léninisme? Tout simplement parce que les territoires colonisés, aspirant à la libération, luttant pour leur libération, étaient appuyés, aidés par, n'est-ce pas, les pays socialistes, communistes. Et donc, on ne pouvait se tourner à cette époque-là que vers les communistes qui comprenaient la cause que défendaient les colonisés. C'était une nécessité. Et le marxisme prônait la justice, l'égalité, d'où l'attrait que cela exerçait sur la jeunesse. Avant d'évoquer son parcours politique, j'aimerais bien qu'on entende aussi les professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny qui reparlent de cet éminent professeur. Le professeur Vaudier fait partie de ceux que nous appelons les maîtres et que nos jeunes frères appellent les grands maîtres. C'est-à-dire, quand nous arrivions à l'université au début des années 1970, il faut d'abord comprendre que les profs noirs étaient très minoritaires et les profs ivoiriens étaient encore plus minoritaires. Et avoir dans notre environnement des profs comme professeur Vaudier, comme Pierre Kipré, et j'en oublie certains autres, Mébel Fauté, Barthélemy Coty, pour nous, ça voulait juste nous dire tu peux devenir prof d'université aussi si tu le veux. Donc pour nous, c'était des idoles. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et en particulier, la bibliothèque représentait Francis Vaudier en termes de constitutionnalisme. C'était une bibliothèque assez riche, variée et de forte qualité. Donc dire qu'il a eu le temps de former suffisamment d'individus pour le remplacer, on ne peut pas le remplacer. Donc j'estime que ça reste une perte, une grosse perte pour l'État de Côte d'Ivoire. Il faut dire que le professeur Francis Vaudier a été un digne fils de la Côte d'Ivoire, un grand serviteur de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire paie un de ses valeureux fils, au sens réel et non hypocrite du terme, parce que le professeur Francis Vaudier, c'est d'abord un intellectuel achevé, et au sens vrai du terme. C'était un homme de gauche, mais un homme de gauche modéré. Un homme de gauche modéré, sobre, humble également. On a vu en lui un homme humble durant toute sa vie. Et aussi un démocrate, un homme qui a lutté, qui était, disons, l'une des têtes de pont
de la lutte pour l'avènement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Francis Vanguard-Vaudier a marqué la faculté, en tout cas de son empreinte. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a été le premier doyen noir, après avoir battu aux élections les Blancs qui avaient donc géré la faculté. Il est double agrégé en Algérie et puis en Côte d'Ivoire ici. Le siècle n'en produit qu'une fois. Et je pense qu'il est la figure représentative de la faculté de droit, en tout cas du XXe siècle. Nous, ce que nous savons en tant qu'enseignants, c'est que quand tu n'as pas reçu le cours du doyen Vaudier, pour nous, tu n'as reçu que les dérivés des cours, parce que lui, il est comme l'océan dans lequel se jettent tous les autres professeurs. Pour nous, ce n'est pas un professeur, c'est une légende. Alors qu'il était agrégé de droit en France, il revient à Abidjan et devient le doyen de la faculté de droit. Quel a été son apport? Vous me permettrez, n'est-ce pas, de rectifier? Bien sûr. Il a eu 2 agrégations. D'abord, l'agrégation des facultés de droit algériennes en 1972. Il a été reçu major, c'était le premier. Et quand il est rentré, cette agrégation n'a pas été reconnue par l'État de Côte d'Ivoire, alors même que celui qui s'est classé 2e exerçait en France en tant que professeur associé en France. Et en Côte d'Ivoire, celui qui était major n'était pas considéré comme agrégé. Il s'imposait donc à lui de passer l'agrégation française, ce qu'il a fait avec brio, bien sûr, ce qui explique, bien sûr, qu'il soit titulaire de 2 agrégations, l'agrégation algérienne et l'agrégation française. Voilà. Et son apport, alors, à la faculté de droit? À la faculté, de l'ordre. Il a apporté de l'ordre, le respect. Il a, n'est-ce pas, bien entendu, apporté l'ivoirisation, n'est-ce pas, bien entendu, des cadres, suscité la venue, n'est-ce pas, des Ivoiriens et la promotion des Ivoiriens dans l'enseignement supérieur relativement, n'est-ce pas, aux sciences juridiques et politiques. Il a également contribué à l'amélioration de la qualité de l'enseignement en instituant ce qu'on appelle les cellules pédagogiques. Il a apporté beaucoup de choses. L'ordre, la méthode et l'enrichissement, n'est-ce pas, bien entendu, du droit, autant que l'ivoirisation, n'est-ce pas, des enseignants. Voilà quelques éléments, ce n'est pas tout. Voilà quelques éléments, bien sûr, qu'on peut retenir, n'est-ce pas, de lui. On va parler de son autre casquette, politique cette fois-ci, car en 1990, à la faveur du multipartisme, Francis Vaudier a créé le Parti ivoirien des travailleurs, le PIT, un parti d'opposition marqué plutôt à gauche. La politique s'est imposée à lui. Quand on voit, au vu justement de son engagement dans la vie publique, c'était inéluctable. C'était inéluctable. C'est seulement en 1990 que le parti qu'il a dirigé est né parce qu'il ne pouvait pas en aller autrement. Nous étions sous l'Empire et sous le régime du monopartisme, avec, n'est-ce pas, bien entendu, les avatars qu'on lui connaît, avec, n'est-ce pas, les contraintes qu'on lui sait, qu'on lui connaît. Il ne pouvait donc pas créer de parti politique antérieurement à 1990. En 1990, les conditions étaient réunies pour que naissent, n'est-ce pas, des partis d'opposition après la lutte menée dans la clandestinité, n'est-ce pas, bien entendu, par bien des Ivoiriens. Et donc, en 1990, naît le PIT comme d'autres formations politiques. Oui. Le FPI, l'USD, le PSI et quelques autres partis qui viendront, n'est-ce pas, plus tard. Voilà comment le PIT est né avant la naissance du PIT, puisqu'il fallait, n'est-ce pas, bien entendu, défendre, n'est-ce pas, les libertés, essaimer, n'est-ce pas, la justice, défendre le droit. La nécessité était apparue, en prélude à l'avènement des partis politiques, de créer la Ligue ivoirienne des droits de l'homme. La LIDO. La LIDO. Ainsi, les Francis Vaudier, les Yves Gbagbo, les Boga Doudou, les Foté Memel, les Zadi Zaourou, les Barthélemy Koti, quelques autres, les Denis Segui, quelques autres, et nous-mêmes avons créé la Ligue ivoirienne des droits de l'homme le 21 mars 1987. C'était un peu déjà comme un parti politique, sans l'être vraiment, n'est-ce pas, du point de vue de la dénomination. Et il était pris en charge la défense et la promotion des droits de l'homme, des droits de la personne humaine, déjà. Et lorsque, n'est-ce pas, bien entendu, les conditions de l'avènement du multipartisme, n'est-ce pas, étaient réunies, eh bien, les partis comme le PIT et d'autres sont nés. Mais par contre, je ne sais pas si ça entache son parcours, mais il n'a pas brillé par ses scores
lors de ces élections présidentielles auxquelles il s'est présenté, celle de 95 contre Henri Konan Bédié. Il a recueilli, je crois, 3,56% des voix. L'élection présidentielle de 2000, 5,70% des voix. Et en 2010, 0,29% des voix. Comment a-t-il vécu ces échecs ? D'abord, avant d'en arriver à analyser ou à apprécier les résultats que vous avez, n'est-ce pas, rappelés, il faut souligner le caractère paradoxal d'une telle situation. C'est un paradoxe. Oui. L'écart entre ce qu'est Vaudier, ce que sont ses idées et les résultats que vous avez, n'est-ce pas, bien entendu, rappelés. Il y a une distance. Oui. C'est un paradoxe. Et à cet égard, quelqu'un me disait qu'en Afrique, bien entendu, ce ne sont pas les idées, ce n'est pas la personne, la valeur de la personne qui, n'est-ce pas, bien entendu, retentit sur les résultats des élections, des différentes élections. Bref, en gros, ce ne sont pas les meilleurs qui gagnent. C'est bien des considérations sont, n'est-ce pas, bien entendu, retenues. Il y a le facteur régionaliste, tribaliste, et d'autres facteurs encore qui entrent en ligne de compte qu'il faut savoir apprécier. Sans omettre, bien sûr, n'est-ce pas, bien entendu, la fraude qui caractérise les élections organisées en Afrique. Mais est-ce qu'il n'était pas... Il y a peut-être d'autres facteurs. Voilà. Mais là, ce sont, n'est-ce pas, quelques-uns des facteurs qu'il ne faut pas négliger dans l'appréciation. Mais est-ce que, justement, il n'était pas, on va dire, accessible avec ce langage châtié, très soutenu, avec cette rigueur peut-être c'était difficile à l'individu lambda de pouvoir s'identifier à cet éminent professeur qu'il était. Il a fait, de ce point de vue, des efforts pour descendre de son piédestal et se faire comprendre. À l'occasion des rencontres avec les populations, à l'occasion des meetings, et bien entendu, il parlait un français ordinaire, le français fondamental, le français courant, accessible au plus grand nombre, de sorte qu'on le comprenait, et bien des gens réagissaient adhérents à ses vues, à ses idées, qui étaient, n'est-ce pas, bien entendu, celle du partage, de la justice, du droit, de la transparence, de la bonne gouvernance, tous y accédaient. Mais à l'occasion, n'est-ce pas, bien entendu, des votes, et bien entendu, on aboutissait à des résultats différents, contradictoires, opposés à ce qu'on était fondé à espérer. Il a mal vécu. Ça l'a blessé ou ça l'a déçu. Il s'est senti incompris. Il a été certainement touché, mais il n'était pas, n'est-ce pas, bien entendu, découragé. Estimant qu'avec le temps, les gens comprendraient. Il a été aussi ministre de l'Enseignement supérieur de 1998 à 1999 dans le gouvernement de Daniel Kablan-Duncan. Et dans son hommage, hier, dans le communiqué du président Alassane Ouattara, il évoquait l'éminent intellectuel, un grand serviteur de l'État, une personnalité politique importante. C'est comme ça qu'on peut résumer le parcours de M. Vaudier. Oui. Un homme d'État, un serviteur de l'État. Un grand serviteur de l'État au sens où partout où il est passé, et bien entendu, il a rénové, renouvelé, amélioré, aussi bien à la faculté de droit que, n'est-ce pas, bien entendu, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et enfin qu'au Conseil constitutionnel. Et j'ai pu témoigner de ce que, s'agissant du Conseil constitutionnel, en dehors même, n'est-ce pas, bien entendu, des documents qui ont été établis permettant d'accéder à la compréhension de l'institution, eh bien, il a renouvelé de l'intérieur, du point de vue, n'est-ce pas, bien entendu, de la manière de rendre les décisions, du point de vue de l'argumentation, de l'argumentaire, des motifs, n'est-ce pas, soutenant les décisions. Il a beaucoup, n'est-ce pas, bien entendu, renouvelé les choses. Et à l'extérieur, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, partout à travers le monde, il était adulé, vénéré, respecté. Et j'en suis témoin, parce que j'ai fait le tour de pas mal de pays, aussi bien en Côte d'Ivoire, en Afrique, pardon. Comment vous l'expliquez ? Puisqu'il a été aussi, effectivement, président de la section ivoirienne d'Amnesty International de 1985 à 1989. Comment expliquez-vous que sa réputation dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire ? Du fait de son honnêteté, du fait de son engagement, du fait, n'est-ce pas, bien entendu, de son combat, qui est celui de l'homme. Et puis du fait de son envergure, n'est-ce pas, bien entendu, intellectuelle. Il a une formation pluridisciplinaire. Au niveau universitaire, c'était l'un des plus grands au monde. Il y a des gens qui, tout à l'heure, en ont souligné la valeur au niveau, n'est-ce pas, bien entendu, de l'université d'Abidjan. Sa réputation va largement au-delà. Il a enseigné partout à travers le monde. Et en France, je crois devoir vous dire que dans les années 1980, où il enseignait en France, alors même qu'il s'y trouvait pour préparer le concours d'agrégation, il intervenait dans l'une des plus prestigieuses facultés de droit françaises,
à Aix-en-Provence. Et il a, à Aix-en-Provence. Le mec qui fait mes études. Ah, d'accord, très bien. Et on sait qu'à cette époque-là, le racisme sévissait encore. Et pourtant, il a été classé meilleur professeur par les étudiants français. Meilleur professeur. Et en Algérie, on sait que le racisme s'y trouve également. Il a été classé premier au concours d'agrégation en 1972. C'est qu'on ne pouvait pas faire autrement que de le classer tel. Et partout, dans les instances internationales, dans les rencontres internationales, et bien entendu, Vaudier brillait. Sa présence, n'est-ce pas, bien entendu, illuminait, n'est-ce pas, bien entendu, les rencontres. Et il n'y avait que respect à son égard. Partout où j'ai eu l'occasion et le privilège de l'accompagner, et bien entendu, eh bien, on le célébrait. Partout, à travers le monde. Partout, partout. Donc, au niveau intellectuel, au niveau de la pensée, au niveau de la sagesse, et bien entendu, c'était un monsieur respectable, c'était une référence, un modèle. Quelqu'un a lâché le mot. Et pour le caractériser, un Ivoirien, le premier Africain docteur d'État en grammaire française, et bien entendu, l'a qualifié de génie. Il dit, Vaudier, c'est un génie. Effectivement, c'est le mot qui convient. Il n'y a pas de terme autre que celui-là pour, n'est-ce pas, le qualifier, le caractériser, l'identifier. Ce sera le mot de la fin. Et pour emprunter au jargon juridique, encore une fois, c'était un homme d'esprit, comme on aime dire, et de lettres. Voilà. Pour revenir à l'esprit et à la lettre du droit. Absolument, c'est vrai. Il était attaché à ces deux niveaux. Oui. Voilà, parce que c'est l'esprit qui féconde la lettre, qui porte la lettre, qui est le support, la fondation, le socle, n'est-ce pas, de la lettre, qui éclaire la compréhension du texte. Allez, ça sera le mot de la fin. On en saura peut-être plus pour les obsèques ultérieurement. Les informations viendront en temps voulu. Et puis, nos hommages, encore notre compassion à toute sa famille, à tous ses proches. Et comme il est coutume de dire dans ces moments-là, que son âme repose en paix. Merci, professeur. Merci beaucoup, madame, de m'avoir reçu et d'avoir permis d'évoquer un tout petit peu la mémoire du grand maître. Merci pour lui. Merci à tous. La réalisation, Sophie Brou. Restez sur RTI 1.